Il y a un mot que je vais retirer de l'introduction. Il y a un mot que je vais retirer de l'introduction, c'est le mot nombreux. Je vous remercie d'être venu ce soir. Si les absents pensent que ça va couper le moral aux animateurs de l'atelier, ils vont être déçus, nous allons continuer, vous verrez un peu la conclusion de la réunion. Néanmoins, chapeau à vous toutes et vous tous d'être là, merci. On a déjà bien travaillé le bois avec notre intervenant que je vais vous présenter, puisqu'il vient d'être interviewé par le journal La Montagne, et je me suis permis de lui glisser dans l'oreille qu'il nous avait aidé, au fond, à réaliser un tract d'une vingtaine de milliers d'exemplaires, puisque La Montagne fait d'habitude un 16e, des fois un 8e de page, c'est toujours ça de prix. On peut penser que peut-être quelques radios locales comme RMB en ont dit quelques mots. Voilà. Alors, merci donc chaleureusement, puis ça réchauffe de dire chaleureusement d'être là. Merci à Jacques Bidet. Jacques Bidet était mardi soir à Bordeaux, mais par la pensée, puisque c'était une réunion, comment on dit, virtuelle. Virtuelle, en visio. Ouais. En visio. On parlera de lui un petit peu plus tard. Vous connaissez tous le sens de notre saison. Nous affirmons, ça peut, là aussi, je le dirai tout à l'heure pour d'autres raisons, attirer des interrogations, voire des incompréhensions, voire des désaccords. Nous disons, il est grand temps que les citoyens prennent le pouvoir sur leur vie et sur le devenir de la société. C'est le sens de notre saison. On ne pouvait pas mieux tomber, voilà, qu'un homme qui s'appelle Jacques Bidet titre un livre, « La classe populaire peut-elle gouverner ?» Alors ça, c'est... Je suis ceux qui pensent que c'est un peu bousculant quand même. Si vous sortez de la cuisse de Rothschild, de Dassault, de quelques-uns d'autres que je ne citerai pas, ça peut s'expliquer, mais que les gens des couches populaires, à des degrés peut-être divers dans cette salle, peuvent gouverner, non, mais enfin, c'est insensé, c'est impensable. Jacques Bidet affirme ça, et on ne va pas manquer de le coincer pour nous dire quelles sont les raisons qui l'amènent à dire ça. Deuxième chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, la soirée n'aura pas lieu comme d'habitude. D'habitude, vous le savez, l'intervenant, 30, 40 minutes, et après il y a débat. Là, le débat, il commence tout de suite et avec vous, puisque c'est sous la forme d'un... On dit un ou une interview? Une? Les deux. Les deux. Je préfère une. J'ai toujours été un peu féminin. Une interview, c'est-à-dire je vais lui poser des questions. Mais à chaque fois, je me tournerai vers vous. Parce que j'ai, pour faire ce petit travail, auquel j'étais pas bien habitué, je me suis servi du scénario du livre, de la graduation du livre. Mais à un moment donné, vous dire, mais moi, là-dessus, et je lui ai dit, j'ai pas ménagé les questions. J'ai essayé d'amener Jacques Bidet à se, excuse-moi du mot, à se défoncer pour dire, voilà pourquoi j'affirme que la classe populaire peut gouverner. Parce qu'il y en a qui peuvent dire c'est un rêve. Eh bien, on va voir si c'est un rêve. Donc, nous voilà partis. Je commence donc, et puis vous allez y aller. Nous sommes dans cette salle, vous ne serez pas non plus choqués, on a, et vous le direz à personne, on a quelques voisinages d'âge, et quelques voisinages d'idées, mais là c'est un voisinage très fort. On a décidé de se tutoyer assez spontanément quand on a parlé au téléphone. Donc, Jacques, nous sommes dans cette salle, à peu près on se connaît tous. Nous avons toujours pensé que la société, elle était articulée avec deux classes sociales. La classe des possédants, la classe des capitalistes, la classe des opprimés, des exploités, la classe des travailleurs. Ben voilà que dans son livre, Jacques Bidet ne met pas en cause cette, d'après ce que j'ai compris, cette vision, cette analyse, mais il dit, il avance l'idée que la classe dominante comporte deux pôles, qu'à côté du pouvoir capital, un autre pouvoir enchevêtré à lui existe, et il l'appelle le capital compétence. Pas coutumier dans notre langage, du moins j'ai la faiblesse de le penser. Est-ce que tu peux nous éclairer, nous dire qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce que tu
qu'est-ce que tu veux dire en disant le pôle compétence et qu'est-ce qui t'a amené à cette analyse et à cette conclusion en quelque sorte. Oui, l'idée n'est pas... Attendez, est-ce que ça va sans le micro? Non, non, pour moi, non. Non. Ok, ça, je ne serai pas obligé de crier parce que la gorge pourrait m'abandonner. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. C'est un haut lieu, Montluçon. D'abord, c'est le centre de la... On m'entend là? Il faut mettre plus haut. Plus près. C'est manifestement le centre de la France. Je ne dirais pas que c'est la France profonde parce que c'est un haut lieu. C'est un haut lieu d'histoire et c'est un haut lieu d'histoire récente. Voilà. Et en plus, il doit pas être allumé. Il n'est pas branché. Ah oui, c'est ça le problème, encore faut-il. C'est ça. Ah. Vous avez perdu les... J'étais surpris que ça Bien, donc c'est pas la France profonde, parce que c'est tout le contraire, c'est un haut lieu d'histoire, et cette histoire, elle est continuée avec vous, et je sais que Pierre en a... Je me tiens un peu à distance comme ça. On a écrit une page déjà un peu légendaire, et voilà, donc je suis très heureux d'être venu de ma lointaine banlieue pour être des vôtres. Alors, tu as commencé par une question. Pourquoi je dis que... Voilà, je dis c'est bien un duel. Il y a deux classes. Il y a une classe en haut et une classe en bas. La classe en bas, je ne l'appelle pas la classe subalterne, ni la classe des travailleurs même, parce qu'ils font bien autre chose que travailler. Ils pensent aussi, ils dansent. Bon, c'est pas... Je l'appelle la classe fondamentale, ou le commun du peuple, parce que dans le commun, il y a quelque chose qui... Voilà, j'ai employé ces termes dans le livre précédent, j'avais parlé de l'écologie politique du commun du peuple, mais c'est toujours la même idée. Mais en haut, il y a deux forces. Et l'idée n'est pas complètement nouvelle, bien entendu, parce qu'il y a longtemps qu'on a compris que, contre les capitalistes, il y avait une technostructure, des technocrates, des managers, etc. Donc, une idée comme ça existe depuis longtemps. Simplement, je l'ai un peu refondée, parce que j'ai une culture marxiste au départ, mais je veux élargir la vision du monde des marxistes en refondant ces concepts premiers. Et donc, le capital, lui, sa logique, c'est une logique de marché autour du profit. Voilà, il va là où il y a du profit, et bon, c'est sa force d'une certaine manière. Et les compétents, c'est pas le marché, c'est l'organisation. Dès que les choses sont très compliquées, qu'on ne peut pas le régler par la discussion immédiate, comme disait Marx, il y a des médiations. Il y a la médiation du marché et la médiation de l'organisation. Dans une entreprise, ce n'est pas un marché en principe, c'est une organisation. Et dans l'organisation, les maîtres de l'organisation, si on peut dire aux divers niveaux, ce sont des gens auxquels la société reconnaît une compétence. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un plus grand savoir, ils ont un savoir, un mélange de savoir et de non-savoir, mais ils ont une compétence pour ces tâches-là. Donc, voilà. Donc, mon idée, c'est que dans la classe dominante, il y a ces deux volets, si on peut dire, ces deux forces sociales. Et en bas, bon, c'est un jeu à trois, en fait. Il y a bien une classe dominante et une classe fondamentale, mais ce n'est pas simplement le capital et le travail. Voilà, ça c'est... Bon, j'ai écrit beaucoup de livres depuis une dizaine, 10-12 livres qui expliquent ça de divers côtés, par des analyses historiques, en travaillant des auteurs, etc. Mais, disons, je pars de là. Toujours, nous sommes en train de faire une espèce d'introduction au livre et à la discussion. Tu emploies une autre formule, mais tu viens d'en dire un mot, commun du peuple. On trouve souvent cette appellation dans ton livre. Qu'est-ce à dire, commun du peuple, pour toi? Disons que ceux d'en haut, si je peux dire, sont des privilégiés, d'une certaine manière. Les uns ont des privilèges de propriété, et d'autres ont des privilèges de compétences. Les compétences, c'est pas exactement le savoir. Hein.
C'est un mélange de savoir et de non-savoir. C'est avoir des titres qui vous reconnaissent comme tel. L'ingénieur agricole est compétent au sens où il est labellisé, etc. Mais certains agriculteurs peuvent avoir un grand savoir que l'ingénieur n'a pas, etc. Et c'est comme ça dans tous les domaines. On pourrait aussi bien le dire dans la poste. Alors, ce sont des privilèges qui se renouvellent. La propriété capitaliste, ça se renouvelle parce que voilà, l'exploitation du travail permet de décacher un surplus qui entretient la vie du capitaliste et qui l'entretient de plus en plus, etc. Et qui entretient l'entreprise et la renouvelle, donc qui renouvelle le rapport capital-travail. Alors les compétents, eux, se renouvellent par des processus que le sociologue Père Bourdieu a bien expliqué, mais qui sont assez faciles à comprendre. Si on est reconnu comme compétent, on peut penser que les enfants aussi vont être compétents. Pas tous, mais disons cette couche, elle se reproduit parce que voilà, elle a ses propres écoles, elle reproduit ses enfants sur ses écoles, sur ses lieux de fréquentation, etc. Il y a un renouvellement de cette couche, ça se reproduit. Alors, il y a donc deux privilèges, et ceux d'en bas, ce sont ceux qui n'ont pas de privilège particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un certain pouvoir sur le marché. Heureusement que les travailleurs ont un certain pouvoir sur le marché, parce que sinon leur salaire serait proche de zéro. Et ils ont un certain pouvoir sur l'organisation aussi. On ne leur fait pas faire n'importe quoi, mais ils se battent justement pour que leurs qualifications soient reconnues, etc. Ils se battent pour que des salaires... ils se battent de toute façon sur le terrain du capital-travail et aussi sur les problèmes d'organisation, de reconnaissance, non pas de compétences supérieures d'en haut, mais de qualifications pour des tâches qui sont aussi des sortes de compétences. Mais il y a une ligne médiane, si vous voulez, au-dessus duquel on est plus exploiteur qu'exploité, dirigeant que dirigé. Enfin, c'est une ligne mouvante, de reste il y a des professions qui retombent plus bas, etc. Mais c'est ma vision du monde. Et ceux d'en bas, mais c'est peut-être la question suivante. C'est-à-dire que c'est une bataille à trois, mais la bataille à trois consiste à dire que les compétents, du moins une partie d'entre eux, ont une possibilité de s'allier avec les capitalistes. Voilà. On va y arriver. On y arrive. Je te laisse. Est-ce que ce titre ne dit pas autre chose, le titre de ton livre? En tous les cas, c'est ce que je me suis permis de penser. Il dit qu'aujourd'hui, la classe populaire n'a aucun pouvoir. J'entends surtout au sens politique du terme. Je ne dirais pas qu'elle n'a aucun pouvoir. Si elle n'avait aucun qu'elle n'exerce aucun pouvoir. Elle a un certain pouvoir. Parce que si elle n'avait aucun pouvoir, on serait tous réduits en esclavage. Les capitalistes, quand ils ont eu disons, une population sans pouvoir, les Noirs arrachés à l'Afrique, etc., ils l'ont réduit en esclavage. Et les grandes plantations d'Amérique du Nord, c'était de parfaites exploitations, ou de la Martinique française, c'était des merveilles d'exploitation capitaliste, avec une comptabilité, entrée-sortie, etc. Et on savait exactement comment on faisait la plus-value. Donc, si on n'avait aucun pouvoir, eh bien, on serait tous en camp de concentration, etc. Donc, ceux d'en bas exercent toujours un pouvoir. C'est pour ça qu'il y a de l'humanité, d'une certaine manière. On n'attend pas l'humanité des capitalistes. Les compétences, c'est un peu autre chose, parce qu'ils doivent s'expliquer malgré tout. Ça, ces deux parties de la classe dominante n'ont pas exactement les mêmes statuts. Mais ceux d'en bas, ils ont des pouvoirs, mais ils ne gouvernent pas, en ce sens que ce ne sont pas hégémoniques dans le pouvoir. C'est pas... ils pourraient laisser du pouvoir aux capitalistes, laisser du pouvoir en organisation, mais avoir l'hégémonie au sens de Gramsci, qui n'est pas le pouvoir absolu, mais il y a un pouvoir de diriger. Pour avoir ce pouvoir, la question c'est la classe populaire peut-elle arriver à une position de gouvernement? Mais ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas le Conseil des ministres, etc. C'est gouverner le pays. C'est un sens fort ancien. John Locke, grand philosophe politique anglais,
écrit un traité de gouvernement. Le gouvernement, c'est le gouvernement de la nation, d'une certaine manière. Alors, le gouvernement, dans la perspective de Marxiste, c'est toujours un gouvernement d'une classe. Ce sont les classes qui gouvernent, qui ont l'hégémonie. Alors, la classe populaire peut-elle prendre l'hégémonie? Peut-elle, voilà, c'est l'idée. À vous, sur ce qui vient d'être dit, pas dit, mal dit, par moi, interrogation, etc. On y va. On commence déjà la soirée comme avant. Oui. Ce que vous appelez les compétents, est-ce qu'on peut... Parce que nous, on les appelle la classe moyenne, qui oscille entre le haut et le bas, justement. Qui fait la bordure. Oui, on peut... Mais pour moi, il n'y a pas de classe moyenne, si vous voulez. Donc, je sais qu'il y a des classes populaires. Là, je dis la classe populaire, parce qu'il y a une unité de ceux qui n'ont pas de privilèges. Ils ont une certaine unité. C'est pourquoi je les appelle le commun du peuple. Mais évidemment, la question que vous posez est extrêmement judicieuse. Mais je crois que cette classe qu'on appelle... Enfin, bon, la classe moyenne, c'est quand même un support, si vous voulez, politique. Les dirigeants disent, voilà, nous gouvernons pour les classes moyennes et on fait en sorte que tout le monde se reconnaisse sur les classes moyennes. Quand on pose la question aux gens, êtes-vous au bas du bas, êtes-vous en haut, êtes-vous dans la moyenne? Beaucoup de gens pensent qu'ils sont dans la classe moyenne. Ceux du moins qui ne sont pas dans la misère, ils ne sont pas les familles monoparentales, etc. Bon, beaucoup de gens. Et alors, donc, la classe moyenne, c'est une catégorie un peu mouvante, si vous voulez. Bon, mais je vois, vous l'abordez dans un sens un peu sociologique. Mais moi, il me semble que ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Il me semble qu'il faut bien comprendre que en haut, il y a deux modes de gouvernement, c'est le marché, l'organisation. Et dans l'organisation, ce sont des gens qui ont des titres reconnus pour les diverses fonctions. Depuis les managers jusqu'au cadre moyen, on peut dire qu'un médecin spécialiste, l'ophtalmo, qui vous prend un bakchich de 150 €, voilà, c'est un compétent. On est reconnu pour ça, et fort de ce privilège reconnu, voilà, bon, ce sera 150 € en plus. Et bon, alors les médecins, ça dépend. Il peut y avoir, c'est une sorte de limite. Mais les professeurs d'université, peut-être ils ne sont pas très bien payés, certains. Moi, par exemple, parce que voilà, j'enseignais sur Marx, ça n'a pas beaucoup aidé mon avancement, si je peux dire. Mais on peut dire qu'ils prennent quand même des décisions importantes sur la vie des gens. Et déjà, donner le bac ou ne pas le donner, c'est déjà quand même un pouvoir social important sur la base d'une reconnaissance reçue. Donc, il y a une sorte de limite quelque part, mais c'est absolument flou. Mais ce n'est pas parce que la chose est floue que le concept doit être flou. Il faut un concept ferme pour parler de choses floues. Un peu bizarre ce que je vous raconte, mais voilà. Parce qu'à ce moment-là, on comprend qu'il y a un problème fondamental, mais enfin, me dit-il, c'est le problème de la classe populaire. Elle a toujours cherché à s'allier avec une fraction des compétents. Voilà. Ceux qui pensent que pour eux, il vaut mieux sortir de la domination du capital et se rallier, disons, à la masse du peuple pour en prendre la direction. Donc c'est un peu ça le jeu à trois, d'une certaine manière, quoi. Oui. C'est un peu compliqué avec Blanchet et sa caméra. Si on ne parle pas dans le zinzin, là, ça ne s'enregistre pas là. Alors, ça fait 3 fois qu'il me fait les gros yeux. Je peux te tendre le bras. Et nous, on aura ça tous les deux. Voilà. Alors, tu vas le prendre et tu le garderas. Bon. Oui, sur les compétences, moi je pense que la classe populaire a plus de compétences que les dirigeants. Au niveau d'une entreprise,
j'ai vécu dans une entreprise, et le monde du travail avait un savoir-faire, une conscience professionnelle que les dirigeants n'avaient pas. Eux, ils pensent qu'il y a une chose, c'est faire un maximum de profit et exploiter. Alors leur compétence, elle est là, certainement, c'est-à-dire l'exploitation capitaliste des ouvriers. Quand je dis ouvriers, c'est très large, des salariés. Donc, syndicalement, on a toujours développé cette idée de dire la compétence, on disait le savoir-faire, bon, mais elle est chez les travailleurs. Parce qu'un PDG, il peut être PDG dans une entreprise qui fait des stylos à billes, quelque temps après, il est PDG dans le textile, ou dans la pétrochimie, ou ailleurs, quoi. Alors, ils seraient compétents partout, ces gens-là. Mais ils sont, excusez-moi du terme, mais ils sont bons à rien. On ne leur demande pas de faire en gros, de faire de l'industrie, on leur demande de faire du profit. Je caricature un peu, mais c'est ça, quoi. Ça marche là-dedans aussi, alors. Sur ça. Bien après. Oui, c'est peut-être... Alain il parle de compétences. Il faudrait peut-être parler plutôt de ce qu'il voulait dire de qualification. Parce qu'on rejoint, par exemple, l'idée de Bernard Friot qui parle de salaire à la qualification. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, c'est ce simple mot que je voulais dire. Le problème, c'est que il n'y a pas de mot. Si on a un nouveau concept, il n'y a pas de mot pour ce concept. Alors on peut prendre un mot ancien et changer son sens. C'est un peu ce que j'ai fait là. Parce que, bien sûr, il y a une masse de savoir énorme dans les travailleurs aux divers niveaux, etc. Mais ce n'est pas un savoir reconnu qui donne un titre, lequel titre donne un pouvoir. C'est ça que j'appelle la compétence, entre guillemets. Mais la compétence, mais disons le manager compétent à quelques niveaux, bien sûr, il a une compétence, et même, si vous voulez, le corps des ingénieurs a des connaissances pour construire de belles bagnoles, de toutes sortes de choses magnifiques, des avions qui vont plus vite, des routes mieux asphaltées, etc. Bon, c'est son métier d'emmagasiner du savoir systématiquement. Mais en même temps, il y a des tas de choses qu'il ne peut pas savoir sur les gens qui travaillent avec lui et qu'il ne veut pas savoir. Donc c'est toujours un mélange de savoir et d'ignorance, d'une certaine manière. Et la masse des travailleurs a des savoirs, mais d'une certaine manière, elle ne peut pas tout savoir parce qu'on lui cache beaucoup. Disons, ceux d'en haut, ils donnent toujours le minimum d'informations, d'une certaine manière, notamment sur la marche des entreprises. Et les syndicats ont toujours dû se battre énormément pour savoir comment ça marche là-haut et au-dessus. Les Fralib ont récupéré très rapidement la mainmise sur la technique, etc. Mais après, sur la commercialisation, des choses comme ça, c'est beaucoup plus complexe parce que ça demande, disons, des zones de savoir dans lesquelles ils ne sont pas familiers et ils ont été écartés toujours. Donc, j'emploie le mot compétence, mais ça ne veut pas dire savoir. Le savoir, bon, quand j'étais enfant, mes parents, mon père était paysan, mais je me disais, au fond, c'est très simple, il va avec son tracteur, il creuse. Et en fait, j'ai compris plus tard que pour avoir une petite ferme, etc., diriger une petite ferme, il fallait un immense savoir qui venait pas seulement de tradition, mais aussi de lecture, de journaux un peu spécialisés, etc. Et c'est dans toutes les professions comme ça, si je peux dire. Donc le savoir, c'est pas... la compétence, c'est autre chose que le savoir. Voilà, mais je les appelle les compétents, parce qu'il faut... Voilà, ils ont reçu compétence, ils ont une autorité compétente. Voilà ce que je veux dire. C'est ça. Comme le tribunal est compétent pour quelque chose, c'est-à-dire qu'il a autorité compétente.
je passe au cœur du livre. Après que tu aies parlé des luttes écologiques et sociales, après t'être interrogé sur le comment ces mouvements peuvent faire corps et constituer une force qui pourrait l'emporter durablement, dis-tu, tu en arrives à ce qui me semble être, mais c'est peut-être une erreur et prétentieux, le cœur du livre en disant, je te cite, « Je cherche à formuler la voie pour une remise en ordre, celle d'une pratique populaire de la politique. » Et qu'est-ce que c'est selon toi qu'une pratique populaire de la politique? Et j'ajoute, qu'est-ce qui peut rendre possible l'intervention populaire? Alors, donc d'abord, tu cherches à formuler la voie pour une remise en ordre d'une pratique populaire de la politique, et comment la mettre en œuvre? Ouais. Alors, j'énumère un certain nombre d'obstacles qui s'opposent à la politique populaire. C'est-à-dire, dans le peuple, je peux dire, on n'entre pas de plein pied dans la politique active, d'une certaine manière. Les gens de la classe dominante, d'emblée, une partie d'entre eux se profile comme capables de diriger les choses. Donc, ils ont facilement des cadres à fournir. Et s'agissant de la classe populaire, c'est tout un cheminement. Mais c'est peut-être pas ça que je vais répondre plus directement à ta question. Disons qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui se posent pour la mise en marche, disons, de la force populaire. Ces obstacles sont connus depuis longtemps, d'une certaine manière. Mais je pense qu'il faut les préciser. Le premier, c'est que aujourd'hui notamment, la classe populaire est scindée en deux. Une partie visible et une partie qui est invisible. Pour prendre une partie de gens qui tiennent le coup, il y a une partie de la société, il y a des couches populaires qui arrivent à maintenir à peu près leur statut, leur niveau, c'est-à-dire qui continuent à avoir des logements fixes et entretenus normalement, qui payent l'essentiel de leur nourriture, leur chauffage, etc., et qui s'en tirent, disons. Et une partie qui ne s'en tire pas, qui sont notamment dans des quartiers où se multiplient les familles monoparentales, les gens d'origine étrangère, mais ça peut être de la deuxième ou de la troisième génération, mais qui sont marginalisés, des gens qui ont des problèmes de santé et des jeunes. Et ça fait beaucoup de monde. On ne les compte pas, mais bon, c'est à peu près la moitié ou un tiers, et qui ne participent pas aux élections, etc. L'autre partie, bon, tout le monde n'est pas politique, si on peut dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des associations de diverses sortes, qui jouent, qui sont connus dans le quartier, bon, il y a qui se connaissent, etc., alors que les autres ne se connaissent pas beaucoup, finalement. Ils sont administrés d'en haut, ils ont des droits, mais ils ne les connaissent pas. La moitié des droits auxquels les gens... Pas grande publicité, on va passer beaucoup de publicité, mais pas de publicité pour les droits auxquels vous avez droit, on peut dire. Alors, tout ça marginalise. On fait des gens qui sont administrés, et administrés d'en haut. Donc, voilà, ça c'est la grande coupure. Et la politisation, les gens qui votent, qui éventuellement sont dans des associations, des partis ou des petits groupes, etc., ou qui sont sur des objectifs ponctuels. Ça peut être la cause animale, ça peut être sur tel aéroport qu'il n'est pas opportun de construire, etc. Et se dévoue à une cause particulière, mais tout en comprenant bien que ça appartient à une cause plus générale. Alors ça, c'est le peuple A, et le peuple B, c'est le peuple de laisser pour compte. Évidemment, la première grande condition, c'est le rassemblement du peuple A et du peuple B. On peut leur donner d'autres noms, mais on voit ce que ça veut dire. Et donc, voilà, en ce moment, ça paraît une tâche primordiale.
une condition pour qu'il y ait vraiment une force populaire. Parce que s'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de radicalité de la vision politique. Et il n'y a pas non plus de force. La force tient quand même à l'unité du commun du peuple, la capacité de comprendre ce que tout cela est commun. Voilà, c'est réponse à ta question. Ça, c'est la première chose. Alors, comment on fait tous ensemble là, dans la salle pour une pratique politique populaire? Ça ne vous amène pas à un questionnement, à une contradiction, à une affirmation? Je vais un peu plus loin. Toi, tu vas plus loin après, je te cite, aujourd'hui. Ça, c'est le premier défi. Il y en a 4, à mon avis. Ça, c'est le premier des défis. Mais bon, je cite les 2 autres pour savoir un peu où on va. Le deuxième, c'est l'ancrage au sol. Une politique populaire, ça ne peut pas venir d'en haut. Ça ne peut venir que du sol. Et le sol pour la politique populaire, ça a été longtemps la grande entreprise. C'était le sol privilégié parce que là, il y avait un rassemblement d'hommes et de femmes qui étaient organisés par l'entreprise elle-même et qui avaient une capacité de s'organiser entre eux. Enfin, c'est la classe ouvrière, entre guillemets, qui pendant 100 ans s'est développée. Et, disons, le dernier grand moment, ça a été 68 d'une certaine manière, où, voilà. Et après 68, les capitalistes ont compris que mieux valait diviser les entreprises en morceaux avec des statuts différents, etc. Et donc, ça a été beaucoup plus difficile, et ça l'est toujours. Ça ne veut pas dire qu'il existe encore des grandes entreprises qui sont toujours des lieux politiques, mais c'est plutôt autour du syndicalisme que ça va se jouer. Mais dans l'esprit du peuple, c'est un peu déplacé, parce que, bon, il est chassé de l'entreprise, mais il a retrouvé un autre lieu, je crois, sur le terrain de la petite ville, de la ville comme Montluçon, ou d'une agglomération un peu plus grande, on va y dire un député, etc. Et là, c'est l'endroit où les gens grandissent, vont à l'école, connaissent le sport, les magasins, etc. Ça se fréquente, et c'est là où se naissent les amitiés, les premières amours, etc. Et les gens, quand même très souvent, essaient de rester sur place. Les gens n'ont pas une vocation de nomade. S'ils s'en vont voir ailleurs, c'est qu'il n'y a vraiment plus rien à faire ici. En Montluçon, c'était un pays d'émigration, si on peut dire, comme autrefois la Sicile. Mais voilà, il reste encore beaucoup de monde, si je peux dire, heureusement. Là, donc, on ne peut pas faire la politique d'en haut par le grand leader qui vous parle, etc., et qui vous distribue les députés. Voilà, il y aura tant de députés ici, on vous envoie un député. Non, il faut que la vie politique, y compris les représentants, soient issus de la volonté de la masse de la population. La troisième nécessité, c'est de comprendre que dans les mouvements populaires, on est venu à la politique de multiples façons. Certains, c'est dans la lignée de l'ancienne classe ouvrière, mais même cette ancienne classe ouvrière, elle était faite quand même de morceaux différents. Alors, il y a eu des luttes, il y a des gens qui sont 68 arts, parce que leur grand moment, c'était 68 arts, alors il reste 68 arts. Ils ont des affinités comme ça. Il y a des gens qui sont venus pour une lutte récemment écologique, ou qui sont venus pour une lutte féminine. Et bon, il y a plusieurs sensibilités. Et donc, la lutte populaire, elle est faite de morceaux dans lesquels il faudra faire l'unité. Et il y a aussi des gens qui sont des militants d'associations. Alors, il y a toutes sortes d'associations, bien sûr, mais il y a quand même de grandes associations professionnelles. Bon, le syndicat en premier lieu, qui est l'association la plus risquée d'une certaine manière quand on est dans des positions un peu dures, un peu, disons, et
Mais il y a aussi toutes les autres associations de parents d'élèves, de locataires, etc., où beaucoup sont engagés là-dedans, comprenant très bien que ça a quand même un arrière-fond politique. Donc, et puis il y a, voilà, il y a toutes sortes. Alors il faut que l'organisation populaire, elle prenne en compte cette diversité. Donc c'est pas, voilà, c'est pas tous dans le même moule. La classe ouvrière, déjà, elle était très diverse. Je me rappelle que dans les années 70, j'ai fait une enquête sur Renault, appelée par le comité d'entreprise, parce qu'il y avait une nouvelle population immigrée, et qui arrivait, ils voulaient un peu savoir d'où ça en est. Et il y avait deux camarades syndicales du comité d'entreprise qui dirigeaient les choses. Alors, il y en avait un, c'était le vrai Titi parisien, le vrai ouvrier parisien, mais il avait une Mercedes. C'était sans doute une Mercedes hautement arrangée par ses soins, le soin de ses amis, assez ancienne mais très bien. Il la cachait quand il venait à l'université de Nanterre parce qu'il avait peur que les gauchistes l'aperçoivent avec une Mercedes. Et l'autre c'était un poète. L'autre c'était un poète et il habitait Nanterre, il me ramenait en voiture du reste. Et donc là, je me suis compris que la vieille classe ouvrière était extrêmement différente. Pour ne parler que d'elle, qui paraît un peu monolithique. Voilà. Les ouvriers ne se ressemblent pas du tout, ni hier ni aujourd'hui. Ni aujourd'hui ni hier. Et alors la dernière condition pour pouvoir construire une force politique, c'est se méfier des compétents, si on peut dire. Parce que, voilà, on peut dire, les capitalistes, c'est le danger principal. Le capital, c'est le destructeur absolu, celui qui détruit la planète à toute vitesse, comme il a détruit la vie des gens. Voilà, il a mis les gens en esclavage tant qu'il a pu, donc les gens ne se sont pas révoltés. Il a tenu les ouvriers dans la misère tant que ça a été possible, et après, il est toujours là après, notamment en France. On a quand même une classe capitaliste particulièrement impitoyable. Alors, c'est le danger principal. Mais les compétents, c'est le souci principal. Parce que ils sont indispensables. Une partie d'entre eux, on ne peut pas, parce que, le fond de l'affaire en politique, il y a le marché et l'organisation. Bon, mais ça remonte à très loin. Il faudrait, je montre pourquoi c'est comme ça, mais il faut aller très loin dans la structuration de la société. Mais c'est assez facile à comprendre quand la modernité apparaît et voilà, qu'on dit on va discuter, on va gouverner par la parole, on peut dire. Il y a deux possibilités, soit on donne au marché, soit on donne à l'organisation. Et quand les gens se battent au Parlement ou dans les manifestations, il s'agit toujours de savoir si on va laisser les capitalistes prendre les choses, l'organiser d'une certaine manière. Mais, autrement dit, l'axiome, la règle, la loi générale de la politique populaire, c'est de contrôler le marché par l'organisation et contrôler l'organisation par la démocratie. C'est par la parole partagée entre tous. Donc, on ne peut pas se passer de l'apport d'une certaine partie des compétents. Et ça a toujours été ça, ce qu'on appelle le mouvement ouvrier. On laisse de côté le fait qu'il y avait quand même beaucoup de couches d'ingénieurs, etc. Depuis le début, la fondation du Parti communiste, c'est du reste en partie Karl Marx qui a fondé le Parti communiste français. Je le signale parce que le fondateur premier, c'est Jules Guesde, 1880. Il est allé voir Karl Marx à Londres et il a établi le programme en discutant avec Marx. Il avait déjà de bonnes bases. Et donc Marx a dit, Jules Guesde en était persuadé, parce que c'était un disciple de Marx, socialisation des grands moyens de production, salaire et conditions de travail assurées pour les salariés, égalité entre les hommes et les femmes
dans le salaire et dans l'existence. Les travailleurs étrangers auront, on ne peut pas les employer à un salaire moindre que les locaux, quand même une histoire très ancienne, et ensuite, des législations pour l'enseignement. Bon, tout ça, c'est le père des programmes qui s'est développé en 1936 et en 45-46 et qui était arrivé, programme commun, et ensuite la Bastille. Il y a une longue histoire, et dans cette histoire, il y a toujours en bas l'idée que, voilà, il faut que le peuple contrôle le marché par l'organisation et contrôle les organisateurs, c'est-à-dire les compétents libellés comme tels, par la discussion commune. Et voilà, le danger du parti, l'organisation du parti, c'est qu'elle tend à produire sa propre élite dirigeante, elle produit sa propre bureaucratie. Et évidemment, quand on est en haut, on a acquis une compétence politique assurée, et même on est très connaisseur. Bon, donc on en impose beaucoup à ceux qui suivent. Et alors l'alternative qui a été trouvée, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est essentiellement tout le monde sur la même ligne, etc. Un corps gazeux, des Mélenchon. Mais en fait, le mouvement, il est éclairé par la voix du grand leader, qui lui est le super compétent, etc., qui reconnaît la compétence un peu dans des rapports un peu féodaux, un peu autour de lui. Donc il y a le danger des compétents, il vient des deux façons. Donc il faut trouver un mode d'organisation qui ne fait pas disparaître forcément les partis, qui sont quand même des vieux noyaux de recherche. L'Humanité, par exemple, c'est un très bon journal, je trouve. Et c'est un produit du Parti communiste, malgré tout. Fabien Roussel n'est pas tout à fait dans la ligne de l'UMA, selon moi, mais les partis, je pense, ils ont toute leur place, mais on ne va pas coaliser les partis. Il faut que les choses s'organisent à partir du bas, et qu'à partir de là, en bas, dans chaque lieu, il y a une association de tous ceux qui se reconnaissent dans les objectifs généraux. Ils sont assez clairs maintenant. Le programme, je peux parler autrement, et d'une manière démocratique, on le sait, il y a des statuts d'association, etc. Et il y a toutes sortes de possibilités de faire remonter ça de manière pyramidale, mais à partir du bas, pour arriver à un pouvoir exécutif, si on peut dire, de l'organisation. Voilà, ça c'est ma ligne générale, un peu concrète. Oui, voilà. À vous. C'est toi qui as le micro. Oui. Alors, il faut le brancher. Je l'ai éteint. Oui. Bon, d'après ce que j'ai compris de Jacques Bidet, les 4 points. Donc, je pense qu'on en est au 2e point, là, tout de suite. Et tu évoquais, bon, on se tutoie aussi, parce qu'au point de vue rachat, on doit être à peu près voilà, tu évoquais les entreprises. Le local, c'était les entreprises. Mais tu as employé le passé. Et tu as dit, maintenant, c'est le syndicalisme, etc. Moi, je ne crois pas que ce point-là soit du passé. C'est-à-dire que je voudrais citer ce qu'on a mis, d'ailleurs, dans l'invitation. Alors, je ne sais pas, Pierre, tu voulais peut-être en parler, j'en sais rien. Quand Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, dit « Il faut dire une chose claire aux employeurs, le travail, c'est nous, les richesses, c'est nous, et il est temps que l'entreprise soit aussi à nous. » Alors, moi, je voulais évoquer justement le passé Dunlop à Montluçon, à la Libération. Dunlop, les travailleurs de Dunlop, ils ont dit c'est à nous. Mais on leur a dit non, c'est terminé, c'est plus à vous. Voilà, on revient dans les choses, c'est une illusion, c'est etc. Je ne sais pas, j'étais pas à Montluçon en 68. Est-ce que les ouvriers de Dunlop, ils ont pris en main leur... Ils ont dû l'occuper, comme dans beaucoup d'endroits, mais ce qu'ils ont dit, c'est à nous. Donc moi, je pense que maintenant, il faut qu'on ose dire les entreprises, c'est à nous. Donc sa prise d'appropriation de
de ce qui est local, dans lequel les gens vivent la moitié ou plus de leur temps, il faut qu'ils osent maintenant dire « c'est à nous ». Alors après, j'aurai d'autres choses à dire sur le point 3 et sur le point 4, hein, mais voilà ce que je voulais dire tout de suite. On s'arrête sur cette observation de Gérard. Très important, oui. Non, ça vous paraît pas plausible de dire l'entreprise est à nous? Si, pour moi, c'est plausible, mais on se heurte à une méconnaissance déjà et une certaine timidité des travailleurs. Moi, j'en ai parlé dans mon ancienne boîte, et les gars me disent « c'est pas possible ». Et on se heurte à ça, quoi. Alors, c'est vrai que si on commence pas par en parler sur des tracts, dans les interventions, etc., on fera pas jamais mûrir dans la tête des gens, mais je veux dire, on se heurte un petit peu à ça, quoi. Et en gros, ils disent on n'a pas la compétence pour gérer une entreprise. Alors après, il y a la PME, bon, ça c'est autre chose. Mais une grosse boîte qui appartient à un grand groupe, comme par exemple dans la chimie, c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Et on se heurte un petit peu à ça. Sinon, moi je suis d'accord à 100%, hein, j'arrête pas de le dire. Alors, je ne m'appelle pas Sophie Binet, mais je l'ai dit avant elle. Hein. Bon, oui, Allez, voilà. à d'autres. N'hésitez pas, vas-y, Jacques, c'est tout. Il y a allumé. Je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce qu'on parle de compétence. La compétence, elle s'acquiert par le savoir. Mais le savoir ne donne pas forcément la compétence. Il faut, pour imager les choses, il y a un grand homme qui s'appelait Ambroise Croizat, il avait fixé l'objectif, il avait fixé la direction, mais n'empêche qu'il avait à côté de lui une compétence. Quelqu'un qui était un grand diplômé et qui l'a aidé d'une manière absolument remarquable et qui lui a permis de réussir ce qu'il avait envie de faire. J'ai vécu toute ma vie professionnelle dans une grande entreprise nationale. Il y avait, je dirais, non pas une confiance totale, mais quand même une certaine confiance entre les dirigeants et les représentants du personnel. D'abord, au départ, Marcel Paul a créé l'entreprise. Pareil, il s'est entouré de compétences. Il ne savait pas tout, il n'avait pas toutes les compétences, il a fixé encore la direction. Mais dans cette entreprise, les dirigeants ont mis en place un système de formation particulièrement brillant et qui a permis à des agents, on va dire de la classe ouvrière, d'atteindre des niveaux d'ingénieurs, avec pour beaucoup une compétence faite non seulement du savoir, mais de la pratique. Et ça, c'est de la compétence supérieure. Voilà. Alors, après, sur dire que l'entreprise nous appartient, je sais pas. Mais la forme de management que j'ai vécue, moi, aboutissait à un esprit d'entreprise absolument remarquable. On a aujourd'hui détruit cette entreprise, mais on a aussi détruit l'esprit d'entreprise. Voilà. Il y a eu des périodes pas très anciennes où les salariés étaient proches de prendre le pouvoir de leur entreprise. Je pense à l'après-guerre, ils ont fait des belles choses, mais ça n'a pas été suffisant. Je pense dans les années, dans le mouvement de 68, il y a plein d'entreprises où c'était au bord. Nous étions, enfin je pense que les ouvriers étaient au bord de prendre leurs entreprises. Et il me semble que les syndicats ont joué un rôle de tempérer les ardeurs ouvrières à ce moment-là. Il me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors on peut ensuite prendre les mouvements suivants. En 95, peut-être j'ai moins repéré, mais est-ce que là aussi, il n'y a pas eu des endroits où on était au bord de prendre le pouvoir dans l'entreprise et on s'est arrêté? Et la question que je me pose, c'est pourquoi on s'est arrêté? Moi, je l'attribue aussi la responsabilité aux syndicats, puisqu'ils sont en première ligne, en général. Et est-ce qu'on n'a pas osé, comme certains l'ont dit, aller justement renverser ce pouvoir, inverser ce pouvoir? Est-ce que les syndicats n'ont pas contribué à ce retrait? Voilà. Juste avant, Jacques, je veux dire après Jacques, voyez, que la formule de ce cabinet, peut-être on pourra me dire que j'arrange un peu les choses, mais Sophie Binet, elle dit EDF, c'est à nous. Et l'esprit de Marcel Paul, c'était de faire une entreprise qui était aux salariés et qui alliait les gens du travail, le commun du peuple et les compétents. Mais je laisse cette question parce que vous allez voir dans son livre, il en parle de ce que tu as dit. Sophie Binet, dans son expression, elle parle de la Sécu, elle parle de la SNCF. Je pense que sa réflexion, sauf erreur de ma part, elle touche le grand système capitaliste des grosses entreprises qui est géré par les actionnaire. Et que dire à Rhône Poulenc, l'entreprise est à nous face aux actionnaires, pour moi c'est un mot d'ordre novateur, porteur, en dehors duquel, je suis trop affirmatif, je vous l'accorde, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas une troisième voie, c'est ou les actionnaires ou les salariés. Donc ça, je crois que c'est très fort, et je partage, je le dis, 60 ans cette année un peu plus que je suis à la CGT, je me réjouis de cette phrase de Sophie Binet pour bien comprendre, mais si on n'est pas allé aussi loin que tu souhaitais ce que je pense moi, ça a été un frein syndical. C'est le mandataire de Benoît Frachon qui est venu à Dunlop dire les gars, arrêtez de jouer au con, vous n'allez pas diriger l'entreprise quand même. Rappelez-vous le directeur de Exfralib, comment c'est l'entreprise 1336 maintenant. 1336, c'est pas le vrai nom, mais tout le monde se comprend. Il l'a dit, pas crûment ici, mais en aparté, il m'a dit, nous n'avons eu aucun soutien de notre syndicat. Toutes les grandes grèves qui se passent contre des fermetures d'entreprises, jamais la CGT ne pose, ça va sûrement changer, c'est ce que je souhaite, ne pose la question de dire, on va nous prendre l'entreprise, on dit on va chercher un repreneur. Et on mène des batailles pour chercher un autre actionnaire qui prendra la place de l'actionnaire défaillant. Non? Oui, c'est vrai, déjà. Ouais. Ce que tu m'as dit, ça m'a beaucoup frappé. Mais je ne veux pas dire que la grande entreprise ne soit pas un lieu central. Ce que je disais, c'était le lieu de l'organisation politique pour arriver à l'échelon national. C'est pour ça que je dis que ça s'est déplacé vers les lieux où on habite, où on vit, etc. Mais évidemment, avancer l'entreprise, c'est à nous, c'est absolument fondamental. Mais c'est probablement le lieu où des forces qui ne sont pas forcément celles d'un parti vont être absolument déterminantes et englobantes, etc. Là, le syndicat a quand même, et puis des forces qui jaillissent dans les luttes et que le syndicat n'avait pas vu auparavant. Et bon, ils sont arrivés les derniers, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas décisifs. Alors en 68, là, c'est très compliqué. C'est vrai que, bon, on va prendre le pouvoir à Dunlop, on va le prendre ici et là, mais la tenue du pouvoir à Dunlop, c'est fonction d'un rapport de force dans l'ensemble de la société à un moment donné. C'est ça aussi, dont peut-être les dirigeants politiques et syndicaux avaient un sens. À la fin de l'année 68, il faut terminer une grève, etc. Alors les gens étaient prêts à faire la révolution, mais vers qui on s'est tourné? Il y a eu des grands meetings à Charletti, et qui étaient les grands hommes de Charletti? C'était Mitterrand, Mitterrand n'y était pas, Mendès France, etc. Ils étaient prêts à prendre la tête de la révolution. Alors je pense que moi c'est le moment où j'ai adhéré au Parti communiste. J'étais plutôt
tendance Mao, mais enfin, imaginaire un peu, quoi. Mais là, je me suis rendu compte que j'étais un syndicaliste, j'étais à la fac d'Alger, j'étais le responsable de syndicat de la fac d'Alger en 68, et je suis venu à Paris à la grande réunion du syndicat du SNESUP, et là j'ai vu la moitié de la salle. Pour eux, il y avait les staliniens et les autres. Enfin, moi je connaissais un peu la lutte des communistes, y compris des communistes algériens, je ne voyais pas bien définis comme staliniens. Et alors que sont devenus ces Mao, en grande partie une partie est restée à gauche et une grande partie est passée à droite. Mais je pense que le Parti communiste avait bien conscience que s'il n'y avait pas de programme, voilà, on ne tiendrait pas Mitterrand. Mitterrand et Mendes, 10 ans auparavant, disaient l'Algérie et la France. Et Mitterrand a laissé couper le cou aux communistes. Donc, c'était l'idée d'un programme qui était très ancré. Et pour moi, les années 70, c'est prouvé que j'ai beaucoup milité au Parti communiste à l'époque, c'était des années vraiment de très grande lutte. Dans ma ville de Nanterre, il y avait 3000 communistes, 60 cellules, etc., 30 cellules d'entreprise, 30 cellules locales, et ces cellules se réunissaient au moins tous les 3 semaines. Il y avait au moins 7, 8, 10, 12 personnes. Donc, et ça reflétait une lutte politique, et la lutte politique, c'était arriver à un programme. Et je me rappelle très bien le jour où il y a eu l'ouverture officielle du programme commun dans une très grande salle. Je pense que c'était en 72. Il y avait 3 orateurs vedettes. Il y avait... Non, je disais ça, c'était pas dans le livre. C'est pas dans le livre? C'est dans une petite note. Je le raconte dans une petite note. Il y avait... bon, d'abord, Marchais a parlé, et ensuite, celui j'oublie son l'oncle, je pense, qui était là pour les radicaux, et ensuite Mitterrand, vedette. Alors Mitterrand a commencé, je vous salue, vous qui venez de Nanterre, vous qui venez voilà, de toutes les banlieues. Bon, silence absolu dans la salle, parce qu'il venait justement de Nanterre et d'ailleurs. Et au bout de 10 minutes, il prononce le mot programme commun. Applaudissements frénétiques de la salle. Ensuite, ça retombe. Et 10 minutes plus tard, il reprononce le mot programme commun absolument frénétique. Et il faut dire que Mitterrand, programme commun, ça ne l'intéressait pas. Donc, 3 ans après, il a laissé tomber. Alors, c'est pourquoi je crois qu'il y a une citation un peu différente. J'y viens à la fin de mon bouquin. Je crois que Mélenchon, contre lequel j'ai beaucoup de préjugés, justes ou injustes, en tout cas, je pense qu'il s'est, puisque c'est le grand leader, mais bon, à un moment donné, il a trouvé que le Front de gauche, ça suffisait. Le Front de gauche pense beaucoup que c'est Mitterrand qui a fondé, que c'est Mélenchon qui a fondé le Front de gauche. Non, le Front de gauche, ça a commencé en 2005, en fait. Il y a eu cette grande épreuve nationale par des traités qui liaient la... Alors là, il y a une sorte de... Il y a une crispation profonde, parce que c'était le cœur de l'existence nationale qui était en jeu. Et après 2007, tous ces partis qui s'étaient rassemblés en 2005 se sont dispersés. Malheureusement, il y a eu autant de candidats que de groupes. Les communistes ont fait 2%, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, ou pas grand-chose. Et là, il a été décidé en 2008 environ, à l'initiative des communistes, de faire un front avec une fraction des compétents, justement, une fraction des socialistes, qui étaient des socialistes de gauche autour de Mélenchon. Et alors en 2012, on a compris que le meilleur orateur, le meilleur de tous, c'était quand même Mélenchon, qui est un merveilleux orateur de télé, de meeting, en plus qui est un politicien chevronné, etc. Et qui avait les meilleurs... Bon, alors, il a présenté le programme, mais il a rapidement compris que ça ne pouvait pas marcher comme ça, que c'était mieux si c'était lui qui dirigeait tout. Alors en 2017, il s'était présenté, les gens ont considéré que c'était la même chose sous d'autres formes, etc. Ça continuait. Et puis on est arrivé en 2022,
Mais finalement, on a toujours pensé... Mais disons que Mélenchon est devenu l'homme d'un programme. Lui qui était le plus antidémocratique de tous, ouais, je termine là-dessus, oui, qui avait fondé un mouvement en disant « j'ai pas besoin de démocratie, mais on va faire la plus belle démocratie, on va pas le faire de manière démocratique ». Il s'est passé, rien comme ça, mais quand même une victoire électorale qui tenait au fait que le programme, c'était pas son programme, c'était un programme qui venait de loin dans toutes les luttes, comme en 68, en 70, les communistes savaient très bien que le programme commun, c'était issu des luttes de génération en génération. Il fallait mettre la main sur les grandes entreprises, etc. C'était ça, le cœur du programme commun. Et là, Mélenchon est devenu l'homme d'un programme, et finalement, les gens ont voté pour un programme plus que pour Mélenchon. Parce que Mélenchon, il y a des gens qui l'aiment, il y a quand même beaucoup de gens qui ne l'aiment pas beaucoup. Et je crois que ça reste. Pourquoi je ne suis pas complètement pessimiste pour l'avenir de quelque chose comme la NUP, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de solide. Revenons à ce qui était le fond de la discussion d'avant, l'union populaire. Et à cette observation que Jacques Boyer, qu'il a vécu concrètement à l'intérieur de l'entreprise EDF, et ça se conçoit très bien, c'était un peu le cas chez moi au PTT, c'est on n'avancera pas si on n'associe pas une partie de ce que Jacques Bidet appelle le pôle compétent au mouvement populaire, le commun du peuple. Dans ton livre, tu dis, quand tu parles de cette alliance, et tu parles d'une alliance entre le commun du peuple et une fraction définie de ce pôle compétence, il dit, Jacques Bidet dans son livre, qu'il s'agit, je le cite, du problème crucial de toute politique populaire qui ne peut être surmontée ni sur le mode du parti, ni sur celui du mouvement. Donc, est-ce que tu pourrais traiter cette question-là, de savoir, parce que nous sommes loin, moi personnellement, ça ne m'attriste pas que nous soyons loin du programme. Le programme, c'est la dernière étape. La première étape, c'est cette union populaire à la base. Comment tu conçois une partie de ces compétents qui, par moments, sont très attirés par le capitalisme, et par moments, notre histoire récente en témoigne, viennent plutôt du côté du commun du peuple. Mais toi, tu en fais une question cruciale. Pourquoi ? C'est toujours la même idée que l'organisation doit contrôler le marché et la démocratie doit contrôler l'organisation et faire beaucoup de choses qui ne sont pas organisées, qui sont coopératifs immédiatement. Ne laisser à l'organisation que ce qui ne peut pas être... ne laisser au marché que ce qui ne peut pas être organisé, ne laisser à l'organisation que ce qu'on ne peut pas arranger immédiatement par toutes sortes de formes coopératives immédiates. C'est une sorte de vision du monde, si on peut dire. Alors, j'ai déjà évoqué ce schéma de la base sur la base coopérative, justement, qui est en chaque lieu, en chaque ville, une coopérative dans laquelle on adhère, on pense à une coopérative ou une association, dans laquelle le mot association est... J'avais appelé ça un collectif dans une version précédente, mais le collectif, c'est un peu, ça met tous les gens ensemble. Dans une coopérative, chacun arrive avec son idée, etc. Et voilà, on y appartient si on est membre d'un parti ou si on n'en est pas membre, mais disons en chaque lieu. Mais ça, c'est un peu technique, mon histoire, là. C'est une proposition que j'ai faite, je l'ai écrite dans les journaux, dans l'IB, j'ai fait un article autrefois dans l'IB qui expliquait ça. Et voilà, mais disons que on peut appeler ça la coopérative locale ou l'association locale, prend les noms de tous les gens, etc. Il paye une petite contribution et élu des responsables pour un an ou pour deux, etc. Et ça monte. Et c'est eux qui, dans les villes, dans des circonscriptions assez grandes, proposent des candidats pour les élections, font des propositions pour un programme, dirigent des luttes
locale. Non, c'est vraiment l'assise de base locale. Et ça remonte là-haut, et là-haut, voilà, il y a une représentation de tous ces lieux, et voilà, ça c'est le schéma général. C'est ça que tu demandes, mais c'est pas la chose la plus mystérieuse d'une certaine manière. Mais les partis subsisteraient, par exemple, bon, parce qu'il y a toujours de nouveaux partis ou de nouvelles organisations, de nouveaux centres. Voilà, il y a quelque chose qui s'appelle Alternative communiste maintenant, lancé par mon vieux camarade Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, mais qui est membre du Parti communiste, etc. Mais il y a tous les groupes, tous les partis sont là et sont influents par leurs membres. Voilà, si un parti est très bien implanté ou s'il a beaucoup de sympathisants, il y aura beaucoup de ses membres dans la coopérative locale. Bon, mais disons, c'est un lieu de brassage où les expériences diverses et les sensibilités diverses se connaissent et se reconnaissent, non pas là-haut, mais à la base. Pour moi, c'est très enrichissant. Voilà, mais ça, c'est le côté... un peu les conclusions matérielles ultimes, mais tout ça dépend beaucoup du cours du monde. J'en reste... Ah, vous, pardon, excusez-moi. Oui. Moi, je reste sur les compétences, ce que vous appelez. Je pense que comment vous appelez la première classe là-haut? Les capitalistes. C'est une même classe, les capitalistes et les compétents. Ils vont, deux volets. Ils ont les capacités de monnayer une grande partie des compétents, de les récupérer par intérêt. Et ces compétents, on les perd, nous, on les perdra. Après, il y a ce que j'appellerais les autres qui vont osciller entre les deux. Oui. Et aujourd'hui, il me semble, quand je vois la casse des hôpitaux et de l'éducation nationale, ces compétents qu'on pouvait estimer autrefois, les enseignants ou les infirmières, et les médecins, les médecins généralistes particulièrement, qui réparent et qui éduquent. Mais le capitalisme aujourd'hui, il a décidé de ni soigner, ni éduquer, en fait. Donc, ceux qui étaient les compétents, je pense, dans votre esprit peut-être, en tout cas dans le mien, les enseignants du primaire et du secondaire, une partie du supérieur, ainsi qu'une partie des hospitaliers, le capitaliste n'en a plus besoin parce qu'il ne veut ni nous soigner, ni nous éduquer. Donc, ceux-là, ils vont basculer très prochainement, d'ailleurs, c'est déjà le cas, non? Oui. Alors, cette histoire de... Bon, moi je m'intéresse à la situation française. Mais bon, mes livres, j'ai écrit une dizaine de livres, ils sont traduits un peu dans un grand nombre de langues. Les derniers livres que j'ai écrits, là, sont déjà traduits en anglais. Et bon, j'ai un pied en France, un pied en Amérique latine, un pied dans le monde anglais, en Italie. Je suis beaucoup traduit en ce moment en Corée. Bon, j'ai un pied en Chine où j'ai beaucoup travaillé aussi. Donc, mais en même temps, je suis un citoyen français, un militant de mon pays, et même de ma ville de Nanterre, si je puis dire. Mais pour moi, quand je parle des capitalistes et des compétents, c'est aussi à l'échelle du monde, et ces grands équilibres sont très importants. En ce moment, je pense qu'il se passe quelque chose, parce que, bon, il y a eu les 30 Glorieuses, où une partie de ce monde de compétences a été attirée par la puissance de la classe ouvrière, qui avait chassé le nazisme notamment, etc. Et on a mis en place des économies nationales dans lesquelles il y a eu cette symbiose entre cette partie des compétents et la classe ouvrière qui a donné, disons, une société un peu plus humaine pendant un certain temps. Et en 70, il y a quelque chose qui s'est passé, comme dit Marx, dans les forces productives, c'est qu'on a eu l'invention de l'informatique qui a tout bouleversé, et l'économie disons que les
leaders nationaux comme Thatcher, Reagan et Mitterrand ont compris, et leurs entourages ont compris que voilà, il y avait une nouvelle donne et qu'on allait pouvoir maintenant casser l'échelon national et faire des affaires à l'échelle du monde. Alors on a commencé par délocaliser la production là où le salaire était proche de zéro. On a envoyé le capital là où l'argent, là où il n'y avait pas d'impôt, et puis on a gardé les centres de recherche au centre, quoi. Donc il s'est développé une économie mondiale, mais disons sous la règle du libéralisme, du néolibéralisme, une seule constitution pour tout le monde. Ça ressemble beaucoup à une sorte d'état-monde, si on peut dire, quoi. Et en même temps qui se développe avec le système du monde centre-périphérie. Enfin, il y a cette... Donc, toutes ces vieilles alliances entre la classe populaire et les compétents sont un peu tombées en désuétude d'une certaine manière. Ça se passait au-dessus de nous, les capitaux, voilà, le capitalisme financier allait fleurir là où ça va. Mais il s'est passé quelque chose dans les grands équilibres de cette structure depuis quelque temps, parce qu'il est devenu de plus en plus clair à l'échelle du monde que le capitalisme, avec sa logique de profit, détruit la planète complètement. Ça a mis une peur et la jeunesse le sent de plus en plus. Et donc il y a quelque chose qui s'est passé et à ce moment-là, les compétents ont dit ben, notre heure est venue, on va remplacer les communistes, on va remplacer les capitalistes, si on peut dire. Et c'est la tentation. Mais d'un autre côté, là, en délaissant les capitalistes, ils se retrouvaient dans un contact avec le peuple. Et on a vu émerger des instances telles que le GIEC, qui est, disons, le sommet de la compétence, où les gens les plus reconnus, etc., occupent en place et vous disent, bon, dans 30 ans, ce sera foutu, mais peut-être plus tôt. Et au sein des Nations Unies, il y a des organismes tels que l'OMS qui sont reconnus malgré tout comme capables de dire voilà ce qu'il faut faire, il faut vacciner ici, etc. Et dire il y a un danger, etc. Donc il y a, disons, là-haut quelque chose qui s'est passé, mais ça ne se passe pas simplement là-haut, parce que ça commence à se passer en bas aussi. C'est-à-dire qu'on voit les paysans, les habitants se soulever, parce que là, on est en train de construire une autoroute où il n'y en a pas besoin. Déjà, ça a commencé avec l'aéroport de Nantes, mais c'est comme ça partout dans le monde. On détruit des forêts, les gens se soulèvent, et à ce moment-là, on voit, par exemple, sur l'autoroute A69, là, qu'on veut construire au sud de Toulouse, on voit les hydrographes, les chimistes, les biologistes, tous les corps de métier qui disent non, c'est pas possible de faire une chose pareille pour gagner un quart d'heure de voiture. Vous détruisez la voiture, de même pour les grandes bassines. C'est absolument clair. Bon, il y a eu un peu de grabuge parce que Darmanin, pendant 8 jours, il nous a dit ça va cogner, ça va venir. Ils vont tous venir, évidemment, ils sont tous venus de l'Europe, mais c'était à l'appel de Darmanin. Mais les gens qui étaient là, et je crois que ça, c'est du solide. Il y a quelque chose qui se repasse. Alors maintenant, voilà, l'avenir n'est pas très long maintenant, il faut que ça se passe assez vite. Mais je crois que ça se passe à la micro-échelle d'une ville, ces relations, et ça se passe à la grande échelle du monde aussi. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. Il y a on arrive à des petites propositions locales qui valent ce qu'elles vaut. Moi, j'ai avancé des solutions un peu pratiques, mais c'est pour donner un esprit, c'est une sorte d'utopie de ce qu'il faut faire. Voilà. Et vous levez la main, mais vous ne prenez pas le micro. Je ne sais pas où il est. Oui, moi, je vais revenir à 68. J'ai été très contrarié avec les élections qui ont suivi et où la droite l'a emporté très largement. Je m'attendais à autre chose. Alors, oui, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des difficultés, c'est que le grand capital a dit plus jamais ça. Ouais. Et on a institué, bon il existait avant, mais on l'a institué d'une manière plus large,
le crédit. C'est-à-dire que le gars, tous les matins, il fallait qu'il paye sa télé, sa voiture et son logement avant d'aller travailler. Ça veut dire que faire la grève, ça devenait de plus en plus difficile. Donc voilà, je voulais revenir un peu à ça, parce qu'il y avait ce genre de difficultés. Par rapport au parti, moi je suis dans un parti qui s'appelle le Parti communiste français, et ce que je déplore, c'est que les communistes de base, qu'on appelle, majoritairement suivent ce que les grands chefs leur disent de faire. Voilà. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Ça veut dire que ces copains, je ne veux pas être vulgaire par rapport à eux, mais ils réfléchissent avec le cerveau des autres. Mais on le voit dans le Parti communiste, mais dans tous les partis, hein, et y compris dans la CGT. Y compris dans la CGT. Alors, si des fois on n'est pas trop d'accord, eh ben, on est montré du doigt. Voilà. Alors que des fois on a raison. Voilà, c'était témoignage. Moi, je voulais revenir sur le... En fait, on est rendu sur le point 4, ou je ne sais plus quoi, enfin, que tu donnais tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a eu... on a évoqué la Libération, on a évoqué 68, on a évoqué 95, mais il y a aussi 2005 que tu as évoqué. Et là, il y a eu des organisations locales, que tu appelles coopératives, qui étaient les collectifs antilibéraux. Bon. Et là, ils ont été assassinés après. Voilà. Donc, il y a eu un autre moment, c'est les Gilets jaunes, qui ont fait... Alors, ça ne s'est pas beaucoup développé, mais il y a eu quand même des assemblées citoyennes qui se sont créées, et notamment des rencontres du type Commercy ou Saint-Nazaire, etc. Donc, il y a des amorces de ce qu'il faut faire maintenant. Et là, maintenant, c'est peut-être le point de citer, j'en avais parlé un peu à Pierre, je ne sais pas s'il avait prévu d'en parler, mais tu as tenu un blog sur Mediapart, où tu conclus en disant, en parlant des soulèvements de la Terre, tu dis « La grande transformation qui s'opère dans ce nouvel activisme est qu'il s'inscrit dans un registre concrètement universel. Son programme est infini, s'étendant de l'agriculture au niveau routier, tu en as parlé donc à propos de la 69, des aberrations de la production industrielle et de la pollution aéronautique. À ce point, pollution aéronautique, c'était Nantes, l'aéroport de Nantes. À ce point s'opère la jonction entre les activistes du soulèvement et les militants des organisations et associations qui visent, les militants, moi je souligne, des organisations et associations qui visent un changement radical. Les uns et les autres n'ont pas les mêmes agendas, ni les mêmes pratiques, mais c'est de leur rencontre que dépendra la réponse à la question « La gauche populaire peut-elle devenir la force dirigeante ?» Et moi, je crois beaucoup à ce genre de choses. Et nous, à l'atelier, notre saison est branchée là-dessus. C'est-à-dire, on dit les gens sont capables de s'organiser sur les choses. On a fait venir Ambiance Bois du plateau de Mille Vaches. Eh bien, on parlait de compétences. Maintenant, les gars et les filles qui ont fait ça, il a fallu qu'ils aient des sacrées compétences. Parce que pour décider de la forme juridique et une sacrée détermination aussi, parce qu'ils ont eu des difficultés à faire de leur entreprise Ambiance Bois quelque chose qui tienne la route. Ils ont eu des compétences juridiques nécessaires pour faire ça. On a fait venir aussi Longomé de la Provence, là, je ne sais plus de quel village il s'appelle. Là aussi, ils ont eu une détermination extraordinaire. Donc c'est possible de faire ce genre de choses. Il suffit d'une volonté, en définitive. Et là, on rejoint Gramsci, en quelque sorte. Oui. Le temps va ? Si, ça va. Oui, continuons sur ce que disait Mireille, sur ce que tu viens de dire. Tu dis qu'ils ont acquis des compétences. Mais il est indéniable, ils nous l'ont expliqué, qu'ils avaient à leur côté, pour monter leur projet, des compétents. C'est-à-dire des gens qui avaient une formation, une expérience, des ingénieurs, etc. Rappelons-nous Fralib. Certes, le directeur, il est allé lui-même en fac apprendre tous les systèmes de l'entreprise, etc. Mais ils avaient des compétents.
Et quand Mireille dit, les médecins, les infirmiers, mais ça s'étend à grande allure, des jeunes étudiants, plus 5, plus 6 qui sortent, nous abandonnons notre formation, nous ne voulons pas nous insérer dans ce système. Je suis en train de lire un livre que je vous recommande d'Aurélien Barraud, Hypothèse K, ça, c'est le titre, je lui reproche de rien dire. Il explique comment le malaise est énorme parmi les scientifiques et les chercheurs qui se battent et qui voient qu'on détourne complètement leurs travaux et ils ont envie d'aller élever des chèvres dans le Cantal ou ailleurs. Donc c'est cette potentialité d'union populaire qui allie le commun du peuple et les compétents. Et ça, à mes yeux, et ça m'a confirmé et convaincu dans ton livre, c'est précieux. On ne sait que ça ne viendra pas d'en haut. On ne sait que ça ne viendra pas des programmes élaborés en haut. On ne sait que ça ne viendra pas, à mes yeux, pardon, que ça ne viendra pas du grand leader, etc. Il faut que ça parte. Certains disent coopérative, il faut que ça parte de nous. Alors, dans ce sens, un peu plus loin dans ton livre, tu fais une autre ouverture pour une alliance capitale pour la prise de pouvoir d'un ensemble du commun du peuple et des compétents. Tu dis, le vert des écologistes est donc désormais le chapeau de la lutte finale, celle qui doit surmonter le défi d'une poursuite de l'histoire humaine à travers le désastre en cours. Tu insistes fortement en disant, vous êtes assis, alors tenez-vous bien au ridel, toute lutte sociale qui n'a pas cet horizon écologique n'est désormais qu'une vieillerie. Ou vous en parlez, ou Jacques en parle. Parlez-en, hein. C'est excessif, hein, ce qu'il dit. Allez, vas-y. Non, tu voulais dire quelque chose? C'est pas déjà ce qui a été fait cité il y a 2 jours en parlant de Non, mais Longomaille, Attends. que je sache, autant Longomaille que l'atelier du bois qui a été cité, ou même toutes les autres luttes en ce moment qui sont proposées par les écologistes du soulèvement de la Terre ou Attaque, elles sont toutes en lien direct avec autant l'écologie que les aspects sociaux. Et c'est réjouissant. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir, même lors Mais est-ce que tu crois pas des qu'il y a résistantes il y a encore Larzac. beaucoup à faire dans ce domaine de l'alliance. Mais l'alliance, elle est déjà impressionnante, rien qu'en voyant les soulèvements de la Terre qui ont aussi été en contact avec Longomaille pour pouvoir faire les constructions et tout là-bas, ou même... Enfin, après, il y a aussi ceux qui luttent contre les machines aussi, où là, il faut reprendre le pouvoir sur les machines pour reconstruire ses propres machines et les mettre en application dans les champs. Donc, ça vient aussi en partie de Longomaille, même si c'est produit par ailleurs plus loin. C'est exactement pareil. Enfin. Alors, mais on prend peut-être l'idée, c'est que ça soit une conception générale du mouvement populaire en France. C'est une vieillerie, cette alliance. Non? Vas-y, Là aussi, c'est un problème de compétence. Et parmi les écologistes, il y a pas mal d'incompétents. Je regrette de dire ça, mais je l'ai constaté plusieurs fois. Alors, il y a un exemple qui est très très bien. Il y a un homme qui est, à mon avis, très compétent. Il s'appelle Jean-Marc Jancovici. Vous lui parlerez des éoliennes et il va vous dire « ça sert à rien ». Et il est polytechnicien, il sait de quoi il parle. Et il parle dans un langage qui est accessible à tous. Voilà, alors ce que j'ai à dire sur les écologistes, on a un exemple ici qui est particulièrement frappant, Chambourchard. On n'a pas fait Chambourchard, alors qu'à mon avis c'était très utile, non seulement à la vie de tous les citoyens, mais de l'industrie et aussi et surtout des agriculteurs. Et on ne l'a pas fait. Grâce à Madame Dominique Voynet. Voilà. Moi je reprends la parole, je dis que Jacques il a raison. Je veux dire, on n'est pas là pour parler des écologistes. Ce que tu dis sur les éoliennes, ça se discute.
ce qu'on Non, parle ça se discute pas. sur le nucléaire, ça discute, etc. Non, mais mettons ça dans le débat quand même, hein, pour discuter. Je pense que l'écologie, excuse-moi, l'écologie, enfin, ce qu'on appelle l'écologie, c'est-à-dire l'avenir de notre planète, on va dire comme ça plutôt. Hein. Parce que si dans 30 ans on n'a plus de planète, on n'a plus d'humains, ça sera vite réglé. Donc je pense que ça traverse absolument tout. Dans les entreprises, ça nous pose la question de quoi produire, comment consommer, enfin ça pose des tas de questions intéressantes, transversales bien évidemment. Moi je ne suis pas contre discuter sur la façon dont il faut y aller, mais il faut y aller. Donc on a plusieurs technologies, après c'est de la technologie. Mais c'est vrai que c'est complètement transversal et complètement central, et qu'aujourd'hui on ne peut plus se contenter, on roule en voiture, est-ce que je vais rouler en voiture, est-ce que je reprends l'avion, enfin je ne sais pas, ça nous interpelle, ça interpelle les entreprises. Bon, c'est sûr que les capitalistes, ils pensent encore se protéger, j'ai l'impression, hein. Ils pensent peut-être que eux sur la Terre, ils arriveront dans leur bunker à continuer à vivre. En ce moment il y a les guerres qui tuent. Il y a les pesticides qui tuent, il y a tout un tas de choses qui tuent, mais ils ne s'en émeuvent pas, personne ne s'en émeut. Ici à Montluçon, on ne peut plus se soigner correctement. On a des morts qui ne devraient pas exister, donc ça n'émeut pas le capitalisme, tout ça. Peu lui importe. Moi je dirais qu'il y a ça qui est central aujourd'hui, quand même, notre vision, notre démarche. Je ne parle pas d'un point ou d'un autre, hein. Je ne suis pas dans la technologie si tu veux, mais je crois que c'est central de se poser la question comment on va vivre, comment nos enfants, comment la planète va évoluer, qu'est-ce qu'on a à faire, et bon, voilà. Et le deuxième sujet quand même, que moi je vais poser, que je trouve intéressant et central aussi, excusez-moi, c'est le féminisme. Car on voit aujourd'hui dans la moitié des pays du monde, ou les trois quarts d'ailleurs, où les femmes n'ont pas, d'ailleurs dans le nôtre aussi, puisque les femmes n'ont pas les mêmes salaires que les hommes, etc. Et tant qu'on n'aura pas l'égalité entre les humains, les hommes et les femmes, nous sommes tous des humains, si nous ne mettons pas ça aussi sur le tapis, eh bien on est de la vieille garde. On revient au cœur du livre, parce que je partage tout à fait ce que tu dis, et j'amplifie si tu m'y autorises. La moitié des insectes ont disparu. 1% des milliardaires produisent autant de CO2 que 56% de la population. Il est avéré que de plus en plus, l'eau de pluie n'est plus potable et pose de sacrées questions. Il est avéré que, et je vous en prie, vous avez le temps, lisez Aurélien Barraud, il explique comment la recherche, il est géophysicien. Astrophysicien. Pardon ? Astrophysicien, pardon, merci. Il explique comment on est en train, avec je vais sur la Lune, je vais sur Mars, etc., comment, et les milliardaires s'en mêlent, comment on est en train de polluer à grande échelle l'atmosphère. Tu comprends, Jacques ? Moi, je trouve des cas communistes qui me déplaisent. Mais je pense que le communisme est une donnée d'avenir. Je trouve qu'il y a des écologistes qui déconnent. Mais je trouve que le souci écologique est le souci numéro 1. Et écoutez Jacques Bidet. Il affirme l'émergence d'une vraie culture écologique, accessible comme telle à la masse des humains, ce qui ne se fait pas dans aucun parti politique, aucun syndicat, que ça nous plaise ou non. L'émergence d'une vraie culture écologique, accessible comme telle à la masse des humains, suscite un potentiel d'alliance inédit. Excusez-moi, ce soir, je suis sur l'élargissement, à partir des communs du peuple et des compétents, comment on peut élargir. L'écologie est un facteur, c'est ce que tu as écrit, voulu dire, c'est un facteur d'alliance extraordinaire sur les grands problèmes que pose la société, la santé, l'école, l'écologie, etc. Je peux dire non. Mais pas. Alors, sur l'écologie et sur le glyphosate, par exemple, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et qu'on ne vienne pas nous dire que l'éolienne, c'est une énergie renouvelable. C'est pas vrai. C'est une énergie intermittente. Et quand le vent ne souffle pas, vous éteignez pas vos lampes. Vous continuez à éclairer, à vous servir de l'électricité. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une centrale électrique qui fonctionne au charbon, au gaz, au fioul,
et nucléaire, et voilà. Donc s'il faut une centrale, autant la faire fonctionner. Aujourd'hui, le soleil, pareil. L'éolienne, le seul intérêt de l'éolienne, c'est que ça fait du fric. Voilà. Gérard, excusez-moi. Oui, je pense que Mireille a évoqué, enfin sur la question de l'écologie qu'a évoqué Jacques, je crois que les éléments qu'il a donnés, c'était en fait du passé. C'est-à-dire que, bon, sauf peut-être l'éolien, mais l'éolien c'est de la technologie en fait. Je crois qu'on a par rapport à ce passé de Chambon-Char, etc., une conscience qui s'est développée chez les êtres humains, c'est que il y avait une menace sur la vie humaine sur Terre. C'est une question de survie maintenant pour l'espèce humaine. C'est ça, cette prise de conscience qui existe. Mireille a évoqué le problème du féminisme, des femmes qui sont des êtres humains comme les autres, comme disait Aragon, je crois. Non, je ne sais plus qui disait ça. Non, c'est pas... non, il disait la femme est l'avenir de l'homme, je crois. Bon, mais il y a une autre catégorie humaine, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, elle est justement très sensibilisée à ces questions écologiques. Au point, d'ailleurs, et moi je peux en témoigner par mes petites filles, qu'elles ont de l'éco-anxiété. C'est-à-dire, elles disent, qu'est-ce qu'on va devenir? Au point qu'elles ne veulent plus faire d'enfants, par exemple. Donc il y a des questions là très, très vitales, je veux dire, pour l'espèce humaine, qui sont posées, quoi. Et donc, il ne faut pas qu'on soit à côté de la plaque, quoi. Qu'est-ce que tu penses de nous? Ben, c'est très bien, vous pensez comme moi, je vois. Il y a un petit point dans mon autre livre, là, l'écologie politique du commun du peuple, j'ai développé une thèse dans laquelle toutes les luttes sociales sont des luttes écologiques et toutes les luttes écologiques sont des luttes sociales. C'est pas simplement qu'il faut unir. Par exemple, je crois que la grande force écologique, ça a été, disons, pas seulement en France, le syndicalisme. Pourquoi? Parce que les syndicats, depuis, c'est une lutte très ancienne, disons que les salariés n'ont pas commencé à discuter pour le salaire, ils ont commencé à discuter sur la durée du travail. C'est des grandes luttes des années 1840, mais ça remonte encore à beaucoup plus loin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire travailler 40 heures par jour, ça va, mais plus, c'est pas raisonnable. Travailler jusqu'à 60 ans, c'est bien, mais voilà, le but de la vie, c'est pas de produire. Voilà. Pour moi, c'était la grande force qui a stabilisé l'écologie. Là, des pays où on travaille jusqu'à 70 ans, c'est souvent le cas aux USA. C'est pas très écologique, parce que plus vous travaillez, plus vous produisez, c'est sûr. Alors, ça, c'est un exemple. Et je pense que pour aller à l'autre extrémité, les luttes des femmes, par exemple, pour l'égalité, ça rabaisse les hommes. Et disons, le rapport de la domination de l'homme sur la femme, c'est le premier degré de la hiérarchie à tous les niveaux. Plus les hommes sont rabaissés, plus la forme hiérarchique est rabaissée. Et plus les femmes arrivent à imposer des rapports égaux, plus on est dans un cycle coopératif et moins organisatoire. C'est un peu abstrait ce que je dis, mais il n'y a pas d'un côté des luttes écologiques et d'autre côté des luttes sociales. Toutes les luttes sociales, elles freinent l'ivresse de la production d'une certaine manière. Elles tentent à l'ivresse de toujours les avions. Par exemple, bon, là, on a un ministre du Transport qui est très bien, M. Beaune, mais il vient de créer une deuxième ligne de mini-jet entre Morlaix et Paris. Il y en avait déjà deux, une troisième. Il trouve que c'est très bien. Il est ministre des Transports. Alors, ça, c'est l'ivresse
pas seulement des capitalistes, mais aussi de ceux qui produisent ces merveilleuses petites machines. Donc, voilà, les luttes sociales, pour dire les mini-jets, bon, terminés. En France, on se déplace en train ou en avion, quand même, on ne va pas faire des petits avions privés pour 3 personnes. Ça, c'est quand même une lutte sociale. Et cette lutte sociale, elle est en même temps écologique. Dans l'avenir, ça va être de plus en plus comme ça, me semble-t-il. La COP28, par exemple, il y a combien? 126 jets qui se rendent là-bas, quoi. Ouais, puis, Encore d'autres intervenants. c'est- Je vous propose cette île à qu'on Dubaï, c'est comme les Jeux Olympiques. survole c'est deux vite, ça. questions et qu'on arrête d'avoir chaud et qu'on aille un peu prendre le frais. Les Alpes. C'est bien, mais il faut rester en pull. C'est une question d'âge. Oui, mais enfin, tu as quand même 3 ans, j'ai quand même 3 ans de plus que toi. C'est l'explication. On va parler un peu de l'atelier, ça ne vous ennuie pas. Dans son livre, Jacques Bidet, plus le savoir est partagé par le commun du peuple, plus il tend à faire perdre le bénéfice de sa position de monopole du savoir aux compétents, plus ces derniers tendent à passer de l'alliance à droite à une alliance à gauche. Ce que je cherche là à te faire dire, c'est le poids du savoir, c'est le poids de la bataille idéologique pour le commun du peuple, qui est de nos jours, et ce n'est pas une maladresse à l'endroit de ceux que nous sommes au fond, le commun du peuple, c'est nous, mais n'empêche que c'est une réalité. Oui, c'est vrai qu'on vit dans une période, depuis une dizaine d'années, la montée des idées d'extrême droite, ils ont une sorte d'abrutissement public. Tout ça, les télévisions, elles nous paraissent libres, mais en fait, il y a des tas de mots qu'on ne peut pas prononcer. Par exemple, le mot Palestine est pratiquement interdit. Il faut vraiment des gens qui aient un peu de poigne pour dire la Palestine, pour dire les mots, la colonisation. Enfin, je pense à la Palestine parce que voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment effroyable. C'est un massacre. Voilà, ce sont des dizaines de milliers de personnes, certainement, qui vont disparaître. C'est un génocide, c'est tout. Mais, alors, bon, il y a un pauvre mal en tête qui a poignardé quelqu'un du côté de la Tour Eiffel. Tous les jours, on le ramène. C'est le grand sujet. Mais des dizaines de milliers de personnes. Ah si, il y a peut-être 3 Français. Bon, je l'ai vu, 3 Français qui étaient les familles françaises qui étaient otages. Le problème, c'est qu'ils ne parlaient pas français. Il faut dire, ils s'exprimaient en hébreu. Alors bon, voilà. Mais c'est des Français, ils ont la nationalité française. Donc, la question des otages est la plus importante. On ne saura, il faudra très longtemps pour savoir ce qu'il en est de cette attaque terroriste. Évidemment, c'est abominable, mais il faudra très longtemps pour savoir ce qu'il en est et ce qu'on en a fait. Parce que la fabrique de mensonges, c'est aussi énorme. On sait simplement qu'il y avait une garnison de plusieurs centaines de personnes dans la ville. Donc il y a eu d'abord une bataille, il y a eu beaucoup de morts. Alors on a dit d'abord il y a 1400 morts, ensuite il y en a 1200. Comment? On ne sait pas. Les comptes de la population sont bien tenus en Israël. Donc il y a quelque chose là. Et on sait que les villes ont été immédiatement bombardées, parce que c'était de la folie, il faut tous les bombarder, etc. Alors combien? Bon, on ne sait pas. Ce qu'on sait maintenant, c'est que voilà, pour déloger un terroriste du Hamas dans un HLM, on fait sauter le HLM. On ne le voit plus maintenant, parce que tout a été bouclé, on ne peut plus rien voir. Bon, on a vu quand même, c'est quand même extraordinaire. Alors on dit c'est un pogrom, mais c'est beaucoup plus qu'un pogrom, ce qui se passe. Alors, bon, c'est une chose, mais pour dire, alors on nous parle de ce gars qui a fait un attentat, ce Thomas, on commence à savoir ce qui s'est passé pour le Thomas, on commence à savoir, dire que ce serait peut-être quand même celui qui est mort, qui a attaqué le premier, en disant Morocrouille ou quelque chose comme ça. Je vais me faire un bougnoul. Hein? Il a dit je vais me faire un bougnoul. Oui. Ah, il a dit ça. Bon. J'ai lu dans l'Humain. Voilà. Donc, tu as vu ça dans l'Humain. Des bonnes lectures. C'est un bon journal, je vous le recommande. Hein.
Mais disons, pendant qu'on parle de ces choses, on ne parle pas de ce qui se passe réellement, des lois qui sont prises quotidiennement, qui changent le statut des entreprises, qui fait qu'ils font des acquisitions, etc. On ne sait pas. Il y a toujours eu des faits On ne divers. sait pas. On voit les syndicats de police qui passent, mais qu'est-ce qui se passe dans l'économie française? On ne le sait pas. Le cours de la bourse, l'économie, c'est le cours de la bourse, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il y a un truc, c'est les réseaux sociaux. C'est abominable ce système. Oui, oui, c'est abominable ce système. Et quand je pense que bon, les partis politiques actuellement font leur propagande par l'intermédiaire des réseaux sociaux. On ne va plus voir les gens, on écrit sur les réseaux sociaux et voilà. Je trouve ça abominable. En plus, c'est lié à la prise d'information. Juste, c'est ce que tout le monde sait. La grande presse appartient pour l'essentiel à 10 milliardaires en France. Toute la presse, y compris toutes les petites entreprises, les petites livres de milliardaires sport, fachos, etc. hein. Tout. Et alors Bolloré qui prend c'est un facho. CNews, qui est, après les grandes chaînes nationales qui font du genre 30%, eux font 20%, arrivent à 10% alors que bon, les autres chaînes sont autour de 3-4%. Donc CNews, qui est quand même une fabrique de mensonges et voilà, d'abrutissement collectif. Voilà. Donc ça pèse aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'indirectement, c'est ça qui arrive, ce dont on parle, le buzz, voilà. Jacques, tu prends un engagement avec moi, tu as droit à 4 phrases sur la question suivante. Parce que je vois que c'est temps qu'on se sépare, il y a un peu de froid. En tous les cas, c'est une observation qui m'a un peu taraudé. Selon que prévaudrait le pouvoir capital, nous y sommes tous, ou le pouvoir compétent, nous y sommes tous, ou le pouvoir populaire, tu dis, il me semble pertinent de parler respectivement pour le pouvoir capital de libéralisme, pour le pouvoir compétent de socialisme, et pour le pouvoir du commun du peuple de communisme. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est-à-dire que je redistribue un peu les cartes linguistiques, si on peut dire. Parce que le libéralisme, c'est un mot qu'on enjolive beaucoup. Le libéralisme, les libéraux sont libéraux, comme on sait. Mais c'est un habillage malgré tout. Jamais les capitalistes n'ont été libéraux. Jamais les capitalistes n'ont proposé le suffrage universel. Ils ont tout fait pour l'empêcher, et quand ça leur est imposé, quand même le peuple qui a imposé le suffrage universel, d'abord le peuple de la Révolution française, suffrage universel pour les hommes, mais c'était déjà un premier pas, si on peut dire. Et assez rapidement, les femmes ont pris la suite, notamment en Angleterre, avec le Chartistes et Marx. Excusez-moi, je parle de Marx, c'était quand même un monsieur très recommandable. C'était surtout un immense génie, comme il y a eu Platon, Aristote et quelques autres, Darwin. Voilà. Et lui, il disait d'un côté, c'est la bataille pour les 40 heures, et d'autre côté, c'est la bataille des chartistes. Il unissait ça très fort. Donc, tout d'un coup, j'ai oublié ta question. Je t'ai demandé pourquoi tu disais les capitalismes, c'est le libéralisme, les compétents, c'est le socialisme, alors, je voulais dire que et le commun du peuple, c'est le communisme. Voilà. Qui est-ce qui a inventé le suffrage universel? C'est ni les capitalistes, ni les compétents. C'est toujours venu de réformes, de révoltes populaires. 1848, la première chose, on va établir la République. Deuxième, on abolit l'esclavage, etc. Et on va le suffrage universel, l'esclavage, et le temps de travail, c'était le début de 48. En 70, voilà, c'était le suffrage universel. Le suffrage va être vraiment universel et ne va pas être accaparé. Parce que le suffrage universel, c'est bien, mais si c'est accaparé par les... en Chine, il y a le suffrage universel, mais les candidats sont présentés par le parti. Aussi. Donc, voilà. On est dans le même machin maintenant.
Oui, avec les médias et tout. oui, oui. Alors, le libéralisme, disons, gardons ce mot pour le libéralisme économique. Alors, pourquoi je mets le pouvoir des compétents socialisme? Parce que, voilà, le socialisme, c'est pas le communisme. C'est du reste une vieille idée, mais il faut assurer cette idée par le fait que le socialisme, c'est le pouvoir des compétents. C'est pourquoi, quand on a parlé de socialisme réel à propos de l'URSS, je suis d'accord, ça convient bien, parce que ce n'était pas le communisme, c'était le pouvoir entre les mains de ceux que j'appelle les compétents. Ils ont chassé les capitalistes, et ce n'était pas prévu. Si vous voulez, dans le programme, il n'y avait aucun programme marxiste, en tout cas, qui prévoyait ça. Et même Lénine n'y pensait pas, apparemment. Mais une fois qu'ils ont tout nationalisé, tout organisé, bon, il fallait diriger la machine. Et petit à petit, il y a eu plusieurs partis. Lénine n'a jamais dit il faut un parti unique. Mais il a supprimé les autres petit à petit. Et ça s'est imposé, c'est devenu une sorte de machine autoreproductive. Et en Chine, c'est un peu différent. Ils n'ont pas aboli le capitalisme. En Chine, ils ont toujours pensé que les capitalistes étaient utiles, notamment pour lutter contre les Japonais, etc. Ils les ont mis en retrait le temps de construire de grandes organisations, et après, ils les ont rappelés. Enfin, bon, c'était un mouvement. Mais disons que c'est le Parti communiste qui a organisé tout ça. Un parti communiste exactement du même type que le Parti soviétique, sauf qu'il n'a pas perdu la main. C'est-à-dire, sur chaque organisation capitaliste, économique, culturelle, etc., ou quoi que ce soit, ou administrative, il a doublé par une cellule du Parti communiste. Une cellule, c'est-à-dire un groupe dirigeant. Donc, il tient tout en main. Donc, c'est bien, on peut dire, c'est le socialisme. Et le socialisme ne fait pas comme en URSS. C'est-à-dire qu'il y a quand même les capitalistes, et ce pouvoir socialiste chinois, il n'a pas non plus aboli totalement le poids du peuple, qui est là quand même. Il sait plus qu'il a davantage qu'il a les comptes avant. Il a les pouvoirs terrifiants de l'organisation socialiste, l'organisation des compétents. Bon, il peut faire des goulags, etc. Mais il est obligé de tenir beaucoup plus compte. Du reste, si le peuple n'avait pas du poids dans le système chinois, ce serait comme en Inde. On verrait les gens errer dans les rues, mourir par milliers, etc. Et les villes devenir complètement irrespirables. Donc, le socialisme, c'est le pouvoir des compétents. Et le communisme, c'est là où le commun du peuple prévaut. C'est pourquoi nous nous battons censément, si je peux dire. Donc, il faut garder cette trilogie. Althusser disait très justement, ce qui ne peut plus durer dans le Parti communiste, c'est que Althusser, qui était un de mes maîtres, il applaudissait au programme commun. C'est très bien, tout ça, ces grandes nationalisations et toutes les autres lois sociales qui vont avec, mais ce n'est pas encore le communisme, parce que dans le parti, déjà, il y a le pouvoir, ça ne peut plus durer. Ce qui ne peut plus durer dans le parti, c'est le pouvoir de haut en bas que tu... Mais il disait, il faudra des alliances, etc. Mais il n'avait pas de concept d'alliance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette idée que moi je défends du duel triangulaire. Bon, j'ai une théorie. Bon, c'est comme ça. Ça commence, et ma théorie. Mais cette théorie-là, elle est plus ou moins dans l'air aussi. Mais je théorise en donnant du nom, des noms aux choses aussi. Je parle de duel triangulaire, c'est bien un duel, mais il y a 3 forces, donc il y a des alliances, etc. Et il faut donner un nom, libéralisme, parce qu'il y a une logique propre au libéralisme. C'est la logique du capitalisme. C'est le profit, quelles qu'en soient les conséquences, pour les hommes et la nature. Et l'organisation n'a pas exactement cette même logique, parce qu'elle cherche à produire des biens d'une certaine manière. Elle est faire des belles bagnoles, des belles routes, etc. Donc elle est finalisée vers des biens. Et le socialisme réel, c'était la dictature sur les besoins. On nous indiquait de ce dont on a besoin, et on avait les gens les plus compétents pour y répondre avec les meilleurs moyens. Ça, c'était la logique du socialisme. Et la logique du communisme, bon, c'est
c'est finalement la démocratie radicale. Et cette démocratie radicale, elle se fait par le fait qu'on a une emprise sur l'organisation et par là on a une emprise sur les marchés. On laisse au marché que ce qu'on ne peut pas faire organiser, on laisse à l'organisation que ce qu'on ne peut pas faire de manière coopérative. Ce sont un peu des choses très abstraites, mais je pense que ça correspond à quelque chose de concret. Voilà. La théorie, ça sert à ça. Dire les choses avec des mots très abstraits, mais qui parlent des choses qui sont floues en réalité, mais qui sont quand même réelles. Quelques informations. Le jeudi 18 janvier 2024, nous parlerons comme titre de la soirée « La citoyenneté confisquée » à partir d'un livre de Michel Diaz, enseignant en philosophie au lycée d'Aubusson, qui a écrit un important livre. Comment, c'est d'ailleurs très en prise directe avec la soirée, comment on a complètement détruit l'esprit citoyen qui a donné tout ce qu'on a expliqué, le savoir du peuple, etc. Le jeudi 15 février, le syndicalisme, c'est le titre de la soirée, doit produire une alternative politique. Le syndicalisme doit produire une alternative politique de Karel Yon, Y-O-N. Il est sociologue, il est auteur avec d'autres sociologues d'un livre intitulé « Le syndicat et politique ». Le jeudi, j'essaie de parler jusqu'au bout, ça doit être le jeudi 21 mars, voilà, ça me revient, nous recevrons Valérie Prat, qui viendra parler au nom d'un organisme national de citoyens récemment créé. Je crois que ça date de 2018. Ce sont des citoyens qui se sont regroupés au niveau local, régional et national et qui ont créé, donc changé de cap. Leur idée, c'est de récolter toutes les initiatives citoyennes qui tendent à montrer que ces citoyens-là prennent leur destin en main, un peu en liaison directe avec notre titre. Et c'est impressionnant, je les suis, je n'y milite pas, mais je regarde, il y a je te rejoins un peu quand tu disais ça existe déjà. La marche citoyenne, la mise en mouvement du commun du peuple, elle est largement insuffisante, mais elle existe. Et vous verrez, c'est impressionnant. Après, ce que je vais vous dire est très aléatoire pour le mois d'avril et le mois de mai, mais pourquoi vous ne sauriez pas vous ne connaîtriez pas les contacts que nous avons en cours. Nous avons en cours, en avril, une rencontre avec la venue des soulèvements de la terre. Alors on a commencé, Gérard a commencé, on a pris les contacts, en essayant, si c'était possible, d'y associer la jeune militante écologiste Camille Etienne. En mai, nous recevrions donc cet astrophysicien Aurélien Barrault, qui, dans son précédent livre, l'hypothèse K, c'est là où il parle du drame de la science et de la recherche, mais son précédent livre, c'est le titre suivant, « Il faut une révolution politique, poétique et philosophique ». Et je pense que nous avons tout intérêt à regarder de ce côté-là, c'est-à-dire au sens où il peut y avoir la révolution et le bouleversement et le remplacement du système libéral, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Nous avons reçu une fois là, Badiou qui nous a parlé de amour et communisme, amour et en commun. Là, c'est cet astrophysicien qui ne semble pas engagé dans aucun organisme, lui parle de révolution politique, poétique et philosophique. Mais tout ça, sur ces deux points, ce ne sont que des contacts. Nous pouvons sans doute totalement échouer. Alors, je vous remercie d'avoir été courageux jusqu'au bout, dans des conditions internes pas très agréables. Merci. C'est pas parce qu'on n'est pas nombreux, l'atelier existe. Il faudrait, à mon avis, à notre avis en tous les cas, qu'il continue. Si vous décidez d'adhérer, c'est possible au fond là-bas. De nous aider, il y a un petit carton qui tend sa fente à vos billets. Nous allons dîner avec Jacques Bidet, que nous remercions chaleureusement de s'être déplacé et qui repart demain matin pour Nanterre.
Nous allons dîner avec lui. Celles et ceux qui, au dernier moment, diraient « mais nous venons dîner avec vous », ils sont les bienvenus. Et enfin, n'oubliez pas de ranger chaque chaise et chaque table. Merci, bonne fin d'année et rendez-vous le 17 janvier.